Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce livre-journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam qui m'assiste aujourd'hui, comme tous les samedis. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de cette émission, ainsi que pour les petites incises musicales qu'elle nous concocte, comme chaque semaine. Vous pouvez la retrouver sur Nini, N-E-2-E, N-2-E, et non Nini, comme la Nini pour le chien de la Révolution, ninivlam.com. L'occasion de remercier aussi aujourd'hui, avec une semaine de retard, j'en suis vraiment désolé, la généreuse contribution de Jean-Philippe Bertrand, auditeur de Radio Courtoisie, pour le répertoire de Wendy Carlos, née Walter, mais ça c'est à la mode en France actuellement. Compositrice de musique électronique, elle a interprété des œuvres de Jean-Sébastien Bach et d'autres compositeurs baroques et classiques sur un synthétiseur modulaire Moog. Nous avons, suite au montage de Virginie, pu en entendre quelques morceaux la semaine dernière. Voudrais bien poser, chers auditeurs, vos questions au standard de la radio, où vous attend Patrice, qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. Un grand merci au fidèle et bénévole Patrice pour sa constance au service de Radio Courtoisie. Une revue de presse raccourcie, chers auditeurs, aujourd'hui. Elle fut particulièrement longue la semaine dernière. Nous devons cette semaine passer la chronique financière d'Andy Bussaglia et recevoir en seconde partie, dans le grand angle, plus longue d'habitude, au regard de l'actualité du sujet comme de la qualité de notre intervenant, le colonel Jacques Hogar, ancien officier supérieur français, pour son livre « La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie » aux éditions Hugo et Doc. Il est déjà parmi nous dans le studio. On peut donc, je crois, ma chère Lara, le saluer. Bonjour, mon colonel. Bonjour, chers amis. Allez, sans plus tarder, chers auditeurs, notre revue de presse de la fin des temps. La France, l'international sera invoqué avec notre invité du grand angle, donc le colonel Hogar. La France, notre si beau pays, et ses fiertés qui assurément devraient nous honorer. Notre nation est cette semaine à nouveau un phare pour le monde et l'humanité. Face aux ténèbres qui nous assaillent, la représentation nationale, sur convocation du président de la République, se transporta jusqu'à Versailles pour inscrire dans le marbre de la Constitution l'avortement dans la Constitution. Fierté française dont il échut à Gabriel Attal de faire le beau dithyrambe, fidèle mini-moi de l'infiniment petit présidio, interdit de congrès, pas de Versailles, pensez donc, pour cause de séparation des pouvoirs. Au monde de Gabriel, élégia qu'il entonne, nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes qui, des décennies durant, ont souffert de ne pas pouvoir être libres. Puis Gabriel Attal, tout pénétré de sa foi dans le progrès, déclame. La marche du progrès a fait son office. C'est une étape fondamentale que nous pouvons franchir, une étape qui restera dans l'histoire. Aujourd'hui, la France est pionnière. Aujourd'hui, vous direz au monde que oui, la France est fidèle à son héritage, à son identité de nation à nul autre pareil, pays phare de l'humanité, patrie des droits de l'homme et aussi et surtout les droits de la femme. Il conclut enfin plein de panache. Ce texte est un rempart aux faiseurs de malheur. Il ne faut jamais s'endormir, ne jamais baisser la garde, ne jamais subir. L'ère d'un monde d'espoir commence. Nous entrons, ma chère Lara, dans l'âge du fier. Cette régression anthropologique que dénonçait Philippe Muret, qui fait disparaître le réel sous l'enflure d'un discours médiatique exhibant sans scrupule la bonne conscience de sa certitude et de son innocence. Où l'empire du bien est dépeint par de petits troubadours salariés du temps, comme une éclatante épopée de révolte, une saga de la liberté. Alors même que tout ce qui se croit une rébellion est en réalité la forme que prend aujourd'hui la domination. Une autre loi du genre a en la matière l'unanimité. Un monde sans altérité, tout occupé à se dire oui à l'infini. L'ajout à la Constitution n'a pas été voté à une écrasante majorité. Ce vocabulaire est réservé aux ennemis du camp du bien, quand celui-ci subit un revers, élection conservatrice, populiste et pire, une victoire électorale de Poutine. Non! Le vote du Congrès fut acquis à l'unanimité, moins quelques abstentions en son âme et conscience, quel courage, et le résidu de l'arriération française. Ainsi, Véronique Besse, élue d'hiver droite de Vendée, qui a voté contre,
récolte les foudres d'un internaute. Je dis que les guerres de Vendée qui ont été un franc succès, mais l'extinction de certaines lignées aurait été profitable. C'est l'épuration ethnique des derniers. Éthique, pardon. Tout est dans le jeu de mots. Ouais, des derniers rejetons de la Révolution. Mais tout finira par une fête, ne vous inquiétez pas, là, tout se dissout toujours dans l'effervescence de la fête, c'est-à-dire dans l'étalage d'une fierté unanime. Ce sera avec l'avortement la cérémonie du scellement, vendredi, place Vendôme, pour la journée internationale des droits des femmes. Il ne manquera sur la place que le plug anal vert de l'artiste McCarthy, malheureusement dégonflé par quelque intégriste, probablement vendéen, peut-être les mêmes qui ont osé vandaliser une statue de Simone Veil à La Roche-sur-Yon. Oh, sacrilège! Le maire a porté plainte, ce qui n'arrive pratiquement jamais, par exemple quand on vandalise une église. Le plug se serait si bien marié avec le verre de la cire du sceau. C'est le garde des sceaux lui-même qui a tourné le balancier de la presse pour apposer sur une galette de cire qui aurait été chauffée préalablement le sceau de la République sur l'original de la loi constitutionnelle. La presse est de 1810, commandée à l'époque par Cambacérès. C'est le symbole de la Seconde République qui est apposé côté face Marianne, entouré de symboles républicains, et sur le revers la devise « Au nom du peuple français ». Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait et dit au nom du peuple français? Tout le folklore républicain pour une cérémonie qui date de l'époque mérovingienne. Et Emmanuel Macron a annoncé qu'il ferait en outre fleurir les tombes des grandes figures du féminisme ayant contribué à la révision de la Constitution, dont Françoise Giroud, Gisèle Halimi, Joséphine Baker, Louise Michel, Simone de Beauvoir et Simone Veil. Le chef de l'État a salué lors de son discours les femmes pionnières qui ont arraché leurs droits à l'armure étouffante du patriarcat. Pour les associations féministes invitées à la cérémonie de scellement le 8 mars, reste d'abord l'occasion de prendre la rue pour donner de la visibilité et défendre les droits de ces salariés essentiels mal payés et des premières de corvée des femmes victimes de violences. Macron, premier de cordée, sera solidaire des premières de corvée. Notre petit va-t-en-guerre invite les Français et Françaises à emprunter la rue de la Paix pour venir écouter son discours. Rue de la Paix au Monopoly du banquier Macron, encore tout un symbole. Vous saviez, Nicolas, que cette rue de notre jeu de société nationale créé en 1948 n'est plus la plus onéreuse aujourd'hui. Elle a lâché la première place du classement au bénéfice de l'avenue Foch dans le 16e arrondissement, les aléas du marché immobilier. Mais comme l'a précisé l'entourage du président de la République, Emmanuel Macron a souhaité de la proximité pour cet événement qui se veut autant populaire à milieu de la rue de la Paix et de la place des Joailliers, donc, mais toujours le en même temps macronien. Les Américaines sont, paraît-il, admiratives de l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. Témoignage, j'allais au travail mardi quand l'alerte du New York Times est tombée, j'ai littéralement explosé de joie. C'est ce que nous dit Nicole Bestard. Une lectrice du New York Times, certainement encore une électrice de Donald Trump, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Alors, dans la journée, j'ai échangé avec d'autres femmes investies dans l'égalité des sexes. Nous en avons parlé, nous étions toutes d'accord pour dire à quel point cette décision est courageuse et importante, mais aussi à quel point elle nous rappelle que nous reculons aux États-Unis où la santé des femmes est mise en péril. Il est vrai qu'aux États-Unis, la condition de femme enceinte est synonyme de maladie. Autre son de cloche sur Radio Courtoisie, notre ami Olivier Tournafond a eu ses mots définitifs sur le sujet. Si l'Europe est un continent vieillissant, c'est parce qu'on s'ingénie à y cultiver une culture de la mort, avortement, euthanasie, drogue, médicaments qui tuent ou rendent fous, culte du lait et de l'absurde. On n'est certes pas sur France Inter. La France bat des records en matière d'avortement en Europe. Véran, ministre de la Santé à l'époque, s'inquiétait en 2020 qu'avec le confinement, on est moins avorté. Son seul regret sur la gestion de la crise sanitaire. Il faut encourager l'avortement de toutes les façons possibles, en niant la réalité surtout. Ainsi, Dupond-Moretti s'insurge, toujours dans le Figaro Madame. En Hongrie, on fait entendre le battement de cœur des fœtus pour dissuader les femmes d'avorter. C'est une insupportable torture, à mes yeux, une humiliation. Après quelques semaines de gestation, on ne doit pas dire non plus que l'avorteur doit écraser la boîte crânienne de l'embryon. C'est pourtant un fait. Pour nos féministes, le combat ne fait que commencer. Il y a sans cesse des injustices à combattre, des nouvelles batailles à mener. Dernière en date, UNESCO alerte sur le sexisme odieux de l'intelligence artificielle générative. Un homme a davantage tendance à être présenté comme un professeur, un chauffeur ou un employé de banque, tandis qu'une femme sera présentée dans au moins 30% de textes générés comme une prostituée, un mannequin ou une serveuse. Ceci augmenterait les inégalités dans le monde réel. Et pourquoi pas caissière à Monoprix aussi pendant qu'on y est.
Lors de la cérémonie, la Marseillaise a été chantée par Catherine Ringer, chanteuse des Rita Mitsuko. Pour l'occasion, les paroles de l'hymne national ont été légèrement modifiées, selon BFM TV qui a assisté à la répétition. Aux armes citoyens était remplacé par aux armes citoyens et citoyennes. Ça tombe bien, on cherche du monde pour s'engager sur le front en Ukraine. Le hachoir à viande pour toutes et tous. Après tout, c'est ça l'égalité homme-femme. Ben oui. Elle a également remplacé la fin de l'hymne « Marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons » par « Marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution ». Le pur et l'impur selon la République entre hérésie et totalitarisme. Ces gens ont indéniablement un sens aigu du symbole. Lundi, des bus rouges allèrent chercher les parlementaires. Yael Braun-Pivet portait, elle, une robe bleue quasi mariale pour célébrer l'avortement. Dans ce mouvement, il faudrait entraîner le monde, a-t-elle dit vendredi, place Vendôme. Un véritable tableau de l'Apocalypse, inversé dans le miroir, pour une perdition. Rappel de l'Apocalypse de Saint Jean. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et, sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ». Les eaux de la Seine, dit-on, ce lundi soir, prirent la couleur de la boue. Quelle que soit la nuance de marron de la Seine, le 26 juillet prochain, jour de la cérémonie d'ouverture des JO, rien n'assure qu'il sera possible de se jeter à l'eau. Malgré le milliard et demi d'euros investis par l'État et malgré la construction d'un réservoir géant capable de stocker 46 millions de litres d'eau de pluie qui seront transportés par un tunnel sous la gare d'Austerlitz, direction une station d'épuration. Mais cela suffira-t-il à endiguer les risques liés aux contaminations? Chaque année, 360 tonnes de déchets tels que les scooters, les téléviseurs ou encore des coffres-forts sont retirés de la Seine et des millions de mètres cubes d'eau usés et domestiques sont déversés dans son lit. C'est bientôt l'heure du grand plongeon pour les athlètes ainsi que pour Anne Hidalgo et Emmanuel Macron qui sont engagés à ce que les Parisiens, du moins ceux qui le voudront, puissent se baigner dans les eaux incertaines et obscures de la Seine. On attend particulièrement les deux élos en slip de bain pour l'inauguration. La baignade est certainement plus agréable à Tahiti, n'est-ce pas Madame Hidalgo? Perquisition mardi à l'hôtel de ville de Paris. Cet acte d'enquête se déroule dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national financier en novembre pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Ces soupçons portent sur un déplacement de 3 semaines d'Anne Hidalgo en Nouvelle-Calédonie, puis en Polynésie française, d'abord professionnelle, puis privée. Bonjour le bilan carbone. Mais il y en a un autre qui a du souci à se faire en matière de justice, c'est notre cher Bruno Le Maire. Une enquête préliminaire pour faux en écriture publique est en cours au parquet de Paris, visant le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la secrétaire générale du gouvernement Claire Landais. Ils ont affirmé à tort ne disposer d'aucun document préparatoire à la prolongation en 2015 des contrats passés par l'État avec des sociétés autoroutières et validés par un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Marianne écrit « De tels documents existent bel et bien. Nous nous sommes ainsi procuré une note pour les ministres datée du 7 janvier 2015 et tamponnée « Secret » qui émane de Bercy. Censée de ne pas exister, cette note conclut à l'absence de surprofit des concessionnaires d'autoroutes et ainsi ouvert la voie à la signature du plan de relance autoroutier grâce auquel Vinci, Eiffage et consorts vont empocher 9 milliards d'euros de surprofit. Négligence, mensonge par omission ou faux délibéré visant à dissimuler les coulisses de la négociation, Bruno Le Maire a-t-il commis des faux afin de protéger Emmanuel Macron, Alexis Collère, Elisabeth Borne, Ségolène Royal, une bien belle brochette. Oui.
Ça fait tâche pour nos petits Mozart de finance tout de même, non, Nicolas? Tout est à l'avenant en Macronie. Dans un rapport dévoilé lundi, les sages ont particulièrement été critiques sur la gestion du fonds Marianne censé combattre la radicalisation islamiste suite à l'assassinat de Paty et dont le naufrage a précipité le départ de Chiappa. Manque de clarté dans l'organigramme, grave insuffisance dans la gestion des fonds, nombreuses anomalies, carences dans le suivi des dossiers. Et l'on était censé lutter avec ces fonds contre le séparatisme sur Internet. Dans la plus totale opacité financière, le fonds est doté de 2,5 millions d'euros. Je note que les pouvoirs publics sont d'une toute autre efficacité quand il faut lutter contre les pseudo-ingérences russes dans la sphère publique française. On censure, on ferme et demain on enfermera avec une célérité que l'on aurait aimé connaître durant l'affaire Paty. En fait, la Russie de Poutine a commis combien d'attentats sur le sol français ces 10 dernières années ? Halte Nicolas au géobashing, l'un de vos passe-temps préférés. Le secteur du tourisme a de nouveau critiqué la communication anxiogène sur les Jeux olympiques de Paris 2024, qui n'est pas à la hauteur de notre fierté de les organiser et de l'hospitalité à la française. Il y a même eu un titre de JT sur la multiplication des MST pendant les JO. C'est du n'importe quoi. C'est importer une professionnelle du tourisme. C'est insupportable pour nos commerçants, hôteliers et cafetiers d'accueillir ce grand événement, de préparer des JO et d'avoir l'impression de subir. Jusqu'à il y a peu, on avait l'impression qu'un typhon allait venir ravager la ville de Paris. On a dit, il faut télétravailler, faut pas aller dans les transports, faut quitter la ville, alors que c'est censé être une fête populaire pour rassembler les gens. Conclusion, accueillir les JO, c'est exceptionnel. Il faut remettre cette fierté chez les Parisiens, chez les Français. Compris, Nicolas? Surtout que c'est Amélie Oudéa-Castéra qui s'en occupe. C'est un gage de qualité et d'efficacité, assurément. Elle vient juste de se faire virer du ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez tout de suite la négativité. Il est vrai que la fête est ce qui donne congé au concret. Et le sourire d'Oudéa-Castéra me fait penser à celui de Ségolène Royal, décrit par Philippe Muret, toujours. C'est un spectacle de science-fiction que de le voir flotter en triomphe. On en reste tout longtemps halluciné, comme Alice devant le sourire en lévitation du chat de Chester, quand le chat lui-même s'est volatilisé et que seul son sourire demeure, suspendu entre les branches d'un arbre. On tourne autour, on cherche derrière, il n'y a plus personne. Il n'y a jamais eu personne. Il n'y a que ce sourire qui boit du petit lait, très au-dessus des affaires du temps, indivisé en lui-même, autosuffisant, autosatisfait, imprononçable comme Dieu, mais vers qui tous se pressent et se presseront de plus en plus, comme vers la fin suprême. Comment tirer le portrait d'un sourire, surtout quand il vous flanque une peur bleue? C'est un sourire qui a déjà écrasé bien des ennemis du genre humain sous son talon de fer. C'est un sourire près de chez vous, un sourire qui n'hésite pas à descendre dans la rue et à se mêler aux gens. Vous pouvez aussi bien le retrouver un jour ou l'autre dans la cour de votre immeuble, en train de traquer de son rayon bleu des encoignures suspectes de vie quotidienne et de balayer des résidus de stéréotypes sexistes, de poncifs machistes ou de clichés antiféministes. C'est un sourire de nettoyage et d'épuration. Il se dévoue pour en terminer avec le jugement terminal. C'est un sourire de lessivage et de rinçage et de rédemption. Ce n'est pas le sourire du bien, c'est le sourire de l'abolition de la dualité tuante et humaine entre bien et mal, de laquelle sont issus tous nos malheurs, tous nos bonheurs, tous nos événements, toutes nos vicissitudes et toutes nos inventions, c'est-à-dire toute l'histoire. C'est évidemment le contraire d'un rire. Ce sourire-là n'a jamais ri et ne rira jamais. Il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le sourire de la joie. C'est celui qui se lève après la fin du deuil de tout. Les thanatopracteurs l'imitent très bien quand ils font la toilette d'un cher disparu. Emmanuel Macron, la musique qu'il aime. Le soir de son élection pour son premier mandat, le groupe ivoirien Magic System a ambiancé la cour du Louvre. Ça a chauffé. Il y a peu, pour la soirée de lancement des Jeux Olympiques, il a pensé à Aya Nakamura. Cette chanteuse franco-malienne serait l'artiste française la plus écoutée à l'étranger. Parfois, ses textes sont carrément incompréhensibles, mais c'est pas grave. Oh Djadja, je suis pas ta cata. Oh, c'est bon, Nicolas, on va arrêter là cette fois-ci. Aya Nakamura aurait dit qu'au président de la République, tout en précisant qu'elle aimait beaucoup Edith Piaf. On n'en sait pas plus. Le choix a dû être cornélien. Pas question d'inviter Mireille Mathieu, on n'est pas en Russie. Daniel Guichard, Lynn Renaud, Hugo Frege, Johnny Hallyday n'étant plus là, il ne pourra pas allumer le feu en entonnant l'hymne à l'amour. Ah, que je t'aime. L'affiche des JO d'Hugo Gattoni fait
fait aussi polémique. Abracadabra est disparu, la croix au sommet du dôme des Invalides. Probablement bientôt remplacée par un croissant islamique. C'est la délégation d'Arabie Saoudite qui occupera les lieux cet été. Je rappelle d'ailleurs que le 22 mai 2019 avait retenti dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides l'appel à la prière islamique en arabe en commémoration de la fin de la guerre au Kosovo. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Effacer la croix des Invalides sur l'affiche officielle confine à la stupidité, tacle le ministre italien des Affaires étrangères. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, jamais les autres ne respecteront les Européens. Au-delà, c'est la croix qui fait signe qui hante, je pense, l'imaginaire tordu de nos artistes surréalistes, comme ils disent, et de leurs commanditaires. L'élite mondialisée hors sol, il existe une volonté de l'effacer, c'est tout à fait certain. Alors, j'ai pensé là que nous pourrions terminer cette revue de presse franco-française sur notre festival des horreurs hebdomadaires. Pour la journée mondiale des droits de la femme, en dédicace à monsieur Dupond-Moretti qui prétend faire de son combat des violences faites aux femmes une priorité, à monsieur Macron qui s'est permis de dire vendredi place Vendôme, les forces réactionnaires en Europe s'en prennent d'abord aux droits des femmes avant de s'en prendre à celui des minorités. Le mélange des minorités et des femmes fait, il est vrai, toujours si bon ménage en France aujourd'hui. Florilège de la semaine donc, dont je rappelle qu'il n'est ni exclusif ni généralisateur, juste, comment dire, l'inspiration de l'artiste, sans arrière-pensée bien évidemment, tout comme Udo Gattori et son dôme des Invalides. Gare de Vincennes, 94, un migrant clandestin algérien interpellé après avoir agressé sexuellement une femme dans les transports. Pour rappel, les étrangers représentent 62% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en commun en Île-de-France en 2023, selon Amaury Brelet des Valeurs Actuelles. Nice, 44, un marabout sierra-léonais condamné pour avoir agressé sexuellement une ado. Le rituel consistait à faire boire une potion à base de poulet, d'anxiolytiques et d'œufs, dénudés et attachés avec une ceinture sous la couette. On a peur dans le Rhône et à Lyon. Les pompiers sont à bout et dénoncent une explosion des agressions. Des femmes pompiers évoquent même des agressions sexuelles subies dans les ambulances par les victimes elles-mêmes. Vienne, Autriche, les policiers enquêtent sur un viol d'une petite fille de 12 ans par un gang de migrants. Ils découvrent le cadavre d'une victime de 14 ans chez un Afghan. Alors on va terminer rapidement parce qu'on est un peu en retard dans cette revue de presse. Paris 19e, une étudiante de 19 ans survit à la sortie du RER et agressée sexuellement en pleine rue. Très choquée, elle ne veut plus jamais remettre les pieds dans le quartier. Mais j'ai pensé à vous, Nicolas, pour la fin et une petite note d'humour. Savez-vous que François Hollande est redevenu la 3e personnalité politique préférée des Français et de loin la première à gauche. Comme tous les ex-Giscard Sarkozy, lui maintenant il rêve d'un retour triomphal en politique. Il s'est même permis de faire la leçon à Macron sur le perron de l'Élysée sur l'engagement de la France en Ukraine. Je l'ai vu entrer à l'Élysée, c'était une merveille, un régal. Je me suis passé la scène au moins une 50aine de fois. Toujours cette allure de manchot, notre glouton est gras comme un moine, le tour de taille a évolué depuis sa présidence et le régime que lui avait infligé Valérie Trierweiler. Julie Gaillet a moins d'exigences, semble-t-il. Par contre, par coquetterie sûrement, il a gardé les mêmes costumes. Le résultat est des plus mauvais effets. Il peinait laborieusement à enfermer le bouton en claudiquant dans les marches. De retour vers les flashs et les journalistes, alors là il nous fait une spéciale Hollande, veste, cravate, tout est de travers. Et l'œil gourmand de celui qui pense qu'il va revenir, qu'il aura sa seconde chance. Et moi ravi de pressentir qu'il n'en sera rien. De désillusion en déconfiture, Hollande, comme l'élite dont il est un représentant, galope vers le néant. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Wall Street à la hausse, et c'est à nouveau Andy Bussaglia, le fondateur de Mon Bureau Patrimonial. Il est expert en gestion du patrimoine, il aide ses clients à obtenir les meilleurs résultats possibles sur la gestion de leur patrimoine, que ce soit sur le plan juridique, fiscal, financier ou immobilier. Il est rédacteur dans le magazine de géopolitique profonde et il est parmi nous sur Radio Courtoisie à l'heure, au moment où je vous parle. Bonjour Andy.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Très bien, alors émission préalablement enregistrée sur un thème, je dirais, qui est un placement. Donc, à moins qu'il ne se passe je ne sais quelle catastrophe financière, ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, dans 2 semaines ou peut-être un peu plus, ça tiendra toujours, je pense, la route. Mon cher Andy, nous allons Tout à évoquer fait. Nous avez parole d'expert. Nous allons évoquer avec vous aujourd'hui, Andy Bussaglia, l'assurance vie luxembourgeoise, parce qu'évidemment, le Luxembourg, ça fait rêver. Et oui, oui, mais Nicolas, justement, là, on sort des thèmes à la mode. Donc là, on pourrait même diffuser cette chronique dans 1 an ou dans 3 ans. Je suis sûr que, le thème de l'assurance vie au Luxembourg sera toujours pertinent à Ah, aborder. Ça fait depuis le début de ma carrière que j'en parle, hein, donc il y a maintenant 14 ans. ouais. Oui, quand Ça même. fait Ouais. depuis le début de ma carrière que je pratique ce sujet-là. Et effectivement, ça reste un des thèmes dans la gestion de patrimoine qui reste assez récurrent finalement. Hein. C'est vrai que c'est pas un thème à la mode finalement. C'est pas un thème à la mode. Il y a des moments où on en parle un peu plus que d'autres, mais ça reste un thème qui traverse effectivement les époques, les périodes, parce que parlons d'abord de son cousin, hein, l'assurance vie française, Oui. l'assurance vie française qui est bien connue de nos auditeurs et des épargnants en général, qui permet d'accéder à un univers d'investissement assez large, qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient régulièrement quand même dans les esprits, c'est que quand on souscrit une police d'assurance et quand on confie son argent à une compagnie d'assurance dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, finalement, on devient en quelque sorte créancier de cette compagnie d'assurance. C'est-à-dire on n'est plus vraiment propriétaire de ses capitaux. Et on dépend du coup, enfin, si on veut récupérer un jour son argent, Mhm. on dépend effectivement de la solvabilité et de la santé financière de la compagnie d'assurance à qui on a confié son argent. Et ça, c'est un sujet qui revient particulièrement à la mode dans les débats quand on entend effectivement parler des sujets sur les cracks obligataires, sur le devenir des fonds en euros en France, sur les pertes latentes que les compagnies d'assurance peuvent avoir dans leur bilan, et plus globalement dans le thème, le thème plus général des excès en termes de déficit public, de dette publique, etc. Parce que Mhm. ce sont des sujets qui sont quand même relativement liés. Mhm. Donc, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, Oui. c'est une alternative. C'est une alternative au contrat d'assurance vie français que tout le monde connaît, qui peut permettre de se placer sous un fonctionnement un peu différent. Mhm. Dans le sens où un souscripteur d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, eh bien, quand il ouvre sa police d'assurance, eh bien, ça ne rentre pas dans le bilan de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire que, alors, on va simplifier les choses. Hein. Je vais m'exprimer je vais un peu vulgariser les choses pour que ce soit vraiment audible et que, voilà, on va pas rentrer dans les considérations techniques hein, au cours de cette chronique. On n'a pas assez de temps devant nous, mais on va faire simple. Les sommes que vous confiez à la compagnie d'assurance luxembourgeoise ne rentrent pas dans son bilan et elles sont en fait dans une poche à part qui fait que si la compagnie d'assurance en question connaît des problèmes de solvabilité, dans le cadre d'une crise de liquidité, une crise financière ou autre, eh bien, si la compagnie d'assurance dépose le bilan, hein, dans le cas extrême, eh bien, elle n'emporte pas vos capitaux dans sa faillite et Mhm. dans son extinction. Et donc ça, c'est un point très important. Bien sûr. C'est-à-dire que on est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on peut trouver en France. Alors, on appelle ça, plus communément là-bas, on appelle ça le triangle de sécurité luxembourgeois, dans le sens où là, on fait intervenir plusieurs entités. Hein, Oui. donc, vous avez la compagnie d'assurance luxembourgeoise qui est chargée de déposer les fonds dans une banque dépositaire qu'on va choisir, Oui. donc qu'on peut choisir justement selon des critères de santé financière. Tout ça va être chapeauté par le commissariat aux assurances luxembourgeois, qui est une autorité étatique qui va se charger, et ça c'est un point qui me semble très intéressant, qui va se charger de veiller justement à ce que tout se passe bien, hein, Mhm. à ce que tout se passe bien, et que si elle constate que la compagnie d'assurance en question
connaît des difficultés financières, eh bien, elle aura la capacité d'intervenir et éventuellement de déplacer les comptes vers une entité qui sera saine financièrement. Alors, tout ça peut paraître très, très théorique, mais on va prendre un exemple. Pendant la crise des subprimes en 2008, vous aviez une banque islandaise qui s'appelait de mémoire le Landbanski, et qui avait des filiales d'assurance au Luxembourg qui s'appelaient LexLife. Et donc, quand vous avez, parce que l'Islande a connu une grave crise financière en 2008, eh bien, sa filiale d'assurance au Luxembourg n'a pas connu de difficultés dans le sens où, en tout cas, pardon, la compagnie d'assurance, parce qu'il faut se souvenir de ce que ça commence à dater, la compagnie d'assurance LexLife, justement, avait connu des difficultés, mais les assurés, les clients de la compagnie d'assurance, n'ont pas, leurs capitaux ont été protégés justement par l'intervention du commissariat aux assurances luxembourgeois qui a pu déplacer les comptes et les intégrer dans une entité qui était financièrement saine. Et bien. Donc, oui, ça c'est rassurant. En permanence. C'est assez rassurant parce que voilà, on sait que en France, on est théoriquement garanti jusqu'à 70 000 euros par compagnie d'assurance et par assuré. Bon, c'est assez vite, ça peut être assez vite rempli. Et puis derrière, de toute façon, on ne sait pas vraiment comment ça serait financé cette garantie, parce que le fonds de garantie, il pèse moins de 2 milliards sur les derniers chiffres. Donc, quand on sait que les encours d'assurance vie en France, c'est de l'ordre de 2000 milliards, moins de 2 milliards pour assurer 2000 milliards, si vous voulez, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit trou dans la caisse. Donc, ce sujet-là peut être intéressant. Alors, moi, personnellement, je le pratique pour des montants de capitaux placés supérieurs à 500 000 euros. On peut accéder pour des montants. Je sais que certains intervenants, banques privées, conseillers en gestion de patrimoine indépendants peuvent proposer de rentrer sur des compagnies luxembourgeoises pour des montants inférieurs. Mais moi, je considère que c'est à partir de 500 000 euros qu'on va avoir accès aux choses qui ont vraiment de l'intérêt. Parce qu'au-delà de ces aspects de sécurité, au Luxembourg, on va avoir accès à une gestion financière qui va être beaucoup plus large que ce qu'on peut trouver en France. Et on va notamment pouvoir accéder à des parts dédiées normalement aux institutionnels et donc beaucoup moins chargées en frais. Et on va aussi pouvoir aller sur d'autres classes d'actifs qu'on ne peut pas pratiquer habituellement dans le cadre de l'assurance vie classique française telle qu'on la connaît. Voilà. Et donc, il y a ce point-là effectivement qui me semble important et qui vous avez accès à un gestionnaire financier où on peut vraiment aller sur d'autres classes d'actifs et dans des conditions de frais beaucoup plus favorables. Autre point, Andy Bussaglia, peut-être sur cette assurance vie, qu'en est-il de son éventuelle neutralité fiscale? Parce qu'évidemment, quand on est français. Eh oui, il faut payer ses impôts en France. Et oui. Et oui. Et donc là, sur ça, aucun sujet, parce que effectivement, on a la neutralité totale, la neutralité fiscale totale. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie soit ouvert en France ou au Luxembourg, c'est vraiment la même chose. C'est vrai que quand on aurait dû l'évoquer effectivement en introduction, parce que vrai, quand on parle d'assurance vie luxembourgeoise, on dit c'est pour faire de la fraude fiscale, c'est pour aller planquer son argent, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment, d'ailleurs, vous avez une obligation déclarative, il faut envoyer faut le mettre dans la déclaration chaque année et rappeler qu'on a un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Mais quand vous faites un rachat partiel ou un rachat total, ou même pour un dénouement en cas de décès, vous êtes sur les mêmes règles fiscales que les contrats français. Donc il n'y a aucune différence avec ce qu'on trouve en France. Voilà. Donc ça peut être effectivement une bonne solution pour des personnes qui souhaitent bénéficier d'un cadre juridique un peu plus sécurisant que ce qu'on trouve en France. C'est surtout valable effectivement pour des montants d'investissement relativement importants, et ça a vraiment l'intérêt de pouvoir accéder à d'autres classes d'actifs, à des modes de gestion un petit peu plus sophistiqués que ce qu'on trouve traditionnellement. Merci. Merci beaucoup pour cette expertise, Andy. On peut retrouver vos expertises, donc s'adresser soit à votre cabinet de conseil, soit vous rendre sur le site
de géopolitique profonde, vous abonner à la revue et bénéficier ainsi de vos conseils éclairés, à n'en pas douter, mon cher Andy. Écoutez, passez une bonne journée et puis on se retrouve dans 2 semaines si vous le voulez bien. Avec grand plaisir, Nicolas. À bientôt. À bientôt. Tout à fait. Fils, petit-fils de général, frère et cousin de général. Hein. Vous êtes aussi le neveu du général Pierre de Bénouville, héros de la Résistance et compagnon de la Libération. C'est une tradition. C'est ma famille, en fait. Et j'en suis effectivement très fier. Et à la fois, je suis redevable à cette famille de ce qu'elle m'a donné et qui m'a fait tel que je suis aujourd'hui. Dont vous êtes le neveu de Pierre de Bénouville, quand même, héros de la Résistance. Alors, c'est un personnage formidable, c'est le frère de ma mère qui a évidemment marqué mon enfance et ma jeunesse, puisque il est mort, j'étais déjà... je quittais l'armée, en fait. Il est mort en 2001, je venais de quitter l'armée. Oui, en 2000. Oui. Et en décembre 2001. Et c'était vraiment un personnage qui nous a tous marqués, nous ses neveux, puisqu'il n'avait pas d'enfants. Et on se considérait un peu comme ses enfants, d'ailleurs. Voilà, il avait beaucoup d'affection et d'attention pour nous. Et nous essayions de le lui rendre, parce que vraiment, c'était un personnage de légende, c'est un personnage de roman, si on peut dire. Voilà. Absolument. Comme vous le dites, vous avez pris votre retraite anticipée en 2000, à 45 ans. On va revenir évidemment sur toute votre carrière militaire, mais déjà dire que vous avez fondé ensuite une entreprise spécialisée en intelligence stratégique et en diplomatie d'entreprise à l'international, puis une société de conseil et d'ingénierie de sûreté à l'international aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'est la même société au départ qui s'est un petit peu fractionnée selon des métiers proches, d'une certaine manière, mais très différents dans l'application. Et en fait, quand j'ai quitté l'armée, il fallait que je vive, que je fasse vivre ma famille nombreuse, mes 6 enfants en particulier que j'avais à charge à ce moment-là. Donc, ma retraite militaire n'y suffisant pas, et donc je me suis mis à devenir entrepreneur. Enfin, j'ai essayé de devenir entrepreneur. Ce n'était pas un long fleuve tranquille. Vous ne revenez pas trop d'ailleurs sur ce départ anticipé? Non, parce qu'en fait, il a été provoqué par une conjonction de facteurs, si vous voulez, essentiellement quand même par ma participation à l'opération de l'OTAN au Kosovo en 1999. J'avais été affecté au commandement des opérations spéciales où j'ai terminé ma carrière active auparavant, et en 1998, j'ai été désigné responsable du dossier Kosovo, ce qui m'a permis de participer à un certain nombre de réunions à l'OTAN, que ce soit à Mons en Belgique ou à Paris au centre opérationnel interarmé de l'époque, qui est devenu depuis le CPCO, Centre de préparation et de conduite des opérations. Et bien sûr au COS lui-même, au commandement des opérations spéciales, qui était à ce moment-là à Taverny. Donc j'ai préparé, j'ai travaillé avec mes camarades sur un certain nombre de scénarios possibles à l'époque. Et quand il a fallu déployer sur le terrain un groupement interarmé de forces spéciales, c'est à moi qu'on a confié, ce qui est un peu la tradition au COS en général. Quand vous avez travaillé sur un dossier et qu'il y a projection de force, on vous en confie la responsabilité. Alors c'est comme ça que je suis parti sur le terrain en Macédoine d'abord, puis au Kosovo, début 99. J'en suis revenu en juillet 99, à temps, si je puis dire, pour voir mourir mon père qui attendait mon retour, probablement pour partir parce qu'il était très malade. Et pour qu'il me débriefe, ou que je le débriefe, si je puis dire, de cette mission au Kosovo, dont il avait mesuré l'importance. Et à la suite de quoi j'ai compris en fait que je devenais plus un problème de gestion de ressources humaines, on va dire ça comme ça, pour l'armée de terre. Parce que j'avais une carrière un peu particulière, un peu atypique, etc. Et que ma conduite au Kosovo avait pu en déranger certains, en réalité. Mais je tiens à le dire, je n'ai jamais eu aucun problème, ni à l'époque avec le chef d'état-major des armées, le général Kelch, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, et qui m'avait soutenu dans cette affaire, et le général Salin, qui commandait les opérations spéciales, qui a été un chef parfait pour moi. Voilà.
En plus, donc, après cette carrière militaire et cette nouvelle carrière de chef d'entreprise, vous engagez aussi, entre guillemets, une carrière d'écrivain. Vous avez écrit, c'est beaucoup dire. vous avez ouvert des écrits, en tout cas, sur votre expérience militaire. Bon, bah là, il y a, entre autres, en effet, L'Europe est morte à Pristina. C'était la guerre au Kosovo, on vient d'en parler, printemps-été 99, de Jacques Hoggard aux éditions Hugo et Doc. Mais avant, auparavant, toujours Jacques Hoggard, toujours l'édition Hugo et Doc, Les larmes de l'honneur, 60 jours dans la tourmente du Rwanda. Et parce qu'en effet, 94. quand vous dites gérer de la ressource humaine, auparavant, ancien légionnaire, ancien parachutiste et ancien responsable, je crois, des forces spéciales durant l'opération Turquoise. Alors, à l'opération Turquoise, en fait, je n'étais pas aux forces spéciales. Je commandais un groupement, 10 groupements de Légion étrangère, parce qu'il était formé d'unités de Légion étrangère en majorité, avec un état-major fourni par la 11e division parachutiste et par les forces françaises à Djibouti. Ça, c'est l'armée française dans son génie de monter des unités de marche, si on peut dire. Et j'ai eu même l'honneur, parce qu'il faut le dire ainsi, d'avoir une compagnie tchadienne sous mes ordres dans ce groupement Légion de l'opération Turquoise. En fait, l'opération Turquoise avait 3 groupements opérationnels. Un groupement des troupes de marine commandé par le colonel Sartre à l'époque, devenu général par la suite. Le groupement des forces spéciales, commandé par le colonel Rosier, devenu également général par la suite, et le groupement de Légion, commandé par votre serviteur. Lieutenant-colonel à 37 ans. Hein. Exactement. Beau cadeau. Écoutez, j'avais eu de la chance, il faut le croire, mais bon, j'aimais passionnément mon métier, et mon métier me le rendait bien. Je pense que c'est cette tourmente du Rwanda, quand on sait ensuite les procès qui ont été intentés, les procès déjà avant même des procès judiciaires, une diffamation épouvantable. Procès d'intention d'abord, et en diffamation. Alors, je vais vous dire, le Rwanda, c'est ce qui a commencé à m'ouvrir les yeux, qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et que j'ai écrit ce dernier livre sur l'Ukraine. Ouais. Parce que j'y ai été confronté de manière forte et absolument incontestable à ce que j'appelle la désinformation. Donc la désinformation qui consiste à transformer la réalité pour en donner une lecture favorable à celui qui la promeut. Moi, je l'ai vraiment vécu au Rwanda. Donc on a passé, c'est une opération très courte, 2 mois, visant à mettre un terme à un génocide abominable qui venait de se dérouler dans l'indifférence relative de la communauté internationale, et où la France a été la première à le dénoncer en tant que telle. Alors je ne suis pas un admirateur d'Alain Juppé, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, mais il faut lui reconnaître qu'il est le premier à avoir prononcé ce mot de génocide pour désigner l'abominable tuerie opérée par la grande majorité Hutu du pays. Alors pas tous, bien entendu, hein, quand je dis par des représentants de cette majorité Hutu sur la minorité Tutsi. Alors tout ceci avait quand même une histoire derrière, parce que le manichéisme n'existe pas en histoire, et bien entendu ce petit pays d'Afrique centrale, de l'Afrique des Grands Lacs, qui a une population à peu près de 20% de Tutsis et de 80% de Hutus, sans oublier les Twa, les Pygmées, qui représentent 1 à 2%. Ce pays avait vécu paisiblement, je dirais, à travers les siècles, au fur et à mesure de sa construction en tant qu'État-nation, ce qui est très rare en Afrique, avait vécu sous le régime d'une monarchie traditionnelle dominée par les Tutsis. Renversé en 1960 par l'indépendance, l'accès à la démocratie, à l'européenne, entre guillemets, l'accession au pouvoir des Hutus, qui s'était faite dans des conditions atroces. Bon, la suite est connue, mais les Tutsis sont en grande partie partis à l'étranger. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'événements, de guérillas. Et à partir de 90, une action concertée à partir de l'Ouganda pour reprendre le pays et ramener un pouvoir Tutsi, ce qui a été fait en 1994.
Alors justement, le dernier livre en date, qui lui est d'une actualité brûlante aujourd'hui, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, toujours votre éditeur historique, si j'ose dire, oui, institutionnel, oui. Hugo Edoc. Oui. Alors pourquoi ce livre en Russie, sachant que je vais tout de suite sur la conclusion du livre, qui à mon avis donne une indication et qui relie tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent. Vous écrivez: pour ma part, j'ai voulu dans cet ouvrage, donc le livre sur la Russie, faire part de ma conviction acquise depuis fort longtemps sur le terrain d'abord, donc lors des deux moments très forts de ma vie militaire, Rwanda 94, Kosovo 99, que les États-Unis, bien que se coiffant de l'auréole de toutes les vertus, de gardiens et promoteurs des droits de l'homme, de la démocratie universelle, ne luttaient en réalité avec détermination et cynisme que pour leur intérêt propre, qu'il soit économique, politique, géopolitique ou stratégique. Alors, effectivement, si vous voulez, pour reprendre ce que nous étions en train de dire sur le Rwanda, je me souviens quand je suis arrivé, projeté depuis Djibouti, où je terminais un séjour de 2 ans, projeté sur le terrain dans mon secteur au sud de Rwanda, j'ai été frappé par le nombre de journalistes nous tombant dessus à ce moment-là, avec des journalistes en particulier américains, britanniques, australiens, etc. Et alors que moi j'arrivais tout feu tout flamme pour faire mon travail de soldats français, pour remplir une mission que j'estimais noble parmi les plus nobles, qui était de sauver des populations et de ramener la paix. J'ai découvert, j'ai été immédiatement choqué, je dois dire, par les questions provocatrices posées par un certain nombre de ces représentants de médias que je qualifierais d'anglo-saxons, de manière générale. Et en particulier, je me souviens d'un journaliste qui devait être de CNN ou d'une autre chaîne américaine, me demandant si j'avais pas honte d'être là après ce que la France avait fait au Rwanda. Je vous cite en français la question posée en anglais. Alors vous comprenez que là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me dis mais qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on est en train de commencer à lancer, selon ce mot moderne qu'on utilise beaucoup maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de lancer comme narratif anti-français? Et je pense que les opérations de déstabilisation de la France en Afrique ont commencé à ce moment-là. Alors, elles ne venaient pas des Russes, comme on le dit maintenant. Mais oui, c'était bien avant Wagner, dites donc. Bien avant Wagner. Mais c'était quelque temps après la chute du mur de Berlin et après la disparition de l'URSS. C'est 4 ans ou 5 ans après. 94, 91. Voilà. Ouais. Et évidemment que la donne changeait. Jusqu'à l'effondrement de l'URSS, les États-Unis soutenaient la France en Afrique. On était un peu un proxy facile, la langue française nous y aidant, la francophonie nous y aidant. Mais là, les choses changeaient. Et la Russie était par terre, l'URSS était par terre, si je puis dire. Et la France devenait en elle-même un gêneur. En particulier dans cette Afrique des Grands Lacs, qui regorge de richesses naturelles, alors pas au Rwanda ni au Burundi, son frère jumeau du Sud, où il n'y a que des richesses agricoles, si je puis dire, des terres qui peuvent... c'est l'inverse d'ailleurs, il y a plus de Tutsis et moins de Hutus sur le Burundi. Non, alors c'est exactement pareil, en fait. Je comprends pourquoi vous vous posez cette question, parce qu'en fait, le 20% et 80%, 20% de Tutsis, 80% de Hutus, c'est vrai au Burundi comme au Rwanda, mais ils n'ont pas eu le même destin politique. C'est-à-dire que quand le Rwanda a basculé aux mains de la majorité Hutu, le Burundi est resté aux mains de la minorité Tutsi pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la démocratie, entre guillemets, finisse par s'imposer et que les Hutus accèdent au pouvoir temporairement d'abord, et puis définitivement ensuite, au Burundi. Enfin, définitivement, on verra la suite, mais actuellement, c'est un pouvoir Hutu au Burundi et c'est un pouvoir Tutsi au Rwanda. Voilà, mais qui correspondent en fait à la même nature de répartition de population. Donc voilà. Alors, je vous ai arrêté justement. Vous étiez sur ce narratif. On commençait à contester les intérêts de la France et il y avait ce puissant oncle Sam, ce tuteur. Puisque là, et on va commencer à arriver sur le livre sur la guerre en Ukraine,
Oui, tout de suite, quand même dire, je vous en prie. Et c'est pas rien. Terminez, mon collègue. Et c'est pas rien quand même pour terminer sur le Rwanda, c'est que l'accusation diffusée avec constance depuis 1994, c'est la France a participé au génocide. Oui. Et elle est encore relayée aujourd'hui en France. Oui. Monsieur Macron s'est rendu à Kigali avec dans ses bagages le professeur Duclerc qui vient de commettre un livre, à mon avis, indigne, où il persiste dans ses accusations suite au rapport que lui avait demandé le président Macron il y a quelques années pour établir la responsabilité de la France dans le génocide. Tout ceci ne tient pas, c'est un rapport idéologique et c'est donc un livre idéologique qui ne tient pas devant l'histoire et devant les historiens honnêtes et compétents. Donc je tiens à le dire parce que c'est important. C'est la première action délibérée d'atteinte au rayonnement de la France, à l'influence française et à l'image de la France et à la réputation de la France et qui vient vraiment des États-Unis d'Amérique. Et c'est ma prise de conscience initiale, 1994, exactement. Donc, mon colonel, lorsque vous écrivez ce livre sur la guerre en Ukraine, quand je regarde, parce qu'on le fait toujours quand on a un invité, même si on peut le connaître par ailleurs, même si on a pu le rencontrer et connaître un peu son carte de visite, eh bien, qu'est-ce que je découvre sur la fiche Wikipédia ? Comme d'habitude, lorsque on veut dire du mal de quelqu'un et chercher à le discréditer. Que je ne peux faire modifier. Hein. Ah oui, je sais, c'est fou. Qui est pleine de mensonges. Voilà, absolument. Mais que je ne peux faire modifier. Et je lis le colonel Hogar, alors parce que finalement c'est la suite en effet du Rwanda, le colonel Hogar propage dans l'opinion publique la propagande de guerre russe. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, ancien légionnaire, ancien des forces spéciales, homme vous êtes battu, vous avez mené des hommes au combat, que ces microscopiques, qui sont même pas des journalistes, vous accusent, vous, patriote français, de relayer aujourd'hui la propagande russe, la propagande de guerre russe. Alors ça m'inspire beaucoup de mépris. Oui. Beaucoup de mépris en fait. Au départ de colère, j'ai essayé de faire modifier par un dialogue direct avec Wikipédia, impossible. Impossible et le ton est monté. Donc j'ai compris, et j'avais d'autres chats à fouetter à ce moment-là, que si je voulais obtenir les rectifications qui s'imposent sur cette fiche que j'ai pas sous les yeux, mais où il y a un certain nombre de mensonges et de contre-vérités, il faudrait que j'en passe par des avocats, une procédure, etc. Ce qui n'était pas mon objectif à ce moment-là. Et puis après tout, laissons parler, je dirais les chiens à bois, la caravane passe. Mais non, surtout ce qui m'interpelle, c'est que ces gens-là sont des agents de l'étranger. Ces gens-là ne m'accusent pas, moi, d'être un agent de l'étranger sans raison. C'est parce qu'ils le sont eux-mêmes, en fait. Ils projettent sur moi, en fait, leur propre réalité, leur propre identité. Et c'est ce qui m'apparaît. Alors moi, je ne suis... Ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Bien sûr. Et en fait, comme je suis... Précisément, je dénonce depuis des années l'impérialisme américain, ce qui est extraordinaire, parce que moi j'ai été élevé dans la famille que vous avez décrite tout à l'heure, et dans les années, quand j'étais jeune, pour moi l'Amérique c'était la liberté, c'était l'Occident, le camp de la liberté. Le camp du bien. Le camp du bien face à l'Union soviétique, face aux dictatures, etc. Et donc, c'est une mue considérable qui s'est opérée en moi, mais parce qu'elle a été confrontée, j'ai été confronté aux faits, et les faits ne mentent pas. Donc, il y a je ne suis pas anti-américain, primaire en tout cas, j'espère, mais je constate que les États-Unis fonctionnent en fonction de leurs seuls intérêts. Alors, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts, formule répétée maintes fois par les uns et par les autres, y compris, je crois, par le général de Gaulle. Mais c'est vrai. Donc moi, je ne suis dans cette affaire de guerre d'Ukraine, ce qui m'a choqué, c'est notre parti pris pro-américain d'emblée, pro-otanien en fait. L'OTAN n'est que le bras armé de la puissance et des intérêts américains. C'est une manière d'asservir l'Europe. Et c'est ce qui se fait depuis 1989 et 2000,
depuis les événements que nous évoquions, la chute du mur de Berlin, puis l'URSS malade, la fin de l'URSS, Gorbatchev, etc., puis Yeltsin, et la volonté américaine de profiter de ces éléments pour transformer l'OTAN, qui était une alliance défensive, qui garantissait ou était censée garantir la paix, en tout cas en Europe et dans la partie occidentale du monde. Même si, comme vous le décrivez dans votre livre, elle est quand même apparue avant le pacte de Varsovie. Alors, elle est apparue, bien entendu, oui, c'est en 1949, je crois, le pacte de Varsovie est arrivé après, et le pacte de Varsovie a disparu bien avant l'OTAN, à son tour. Et en réalité, l'OTAN s'est transformée à partir de, je dirais, 1991-1992. L'OTAN s'est transformée en machine de guerre offensive. Alors, moi, je me souviens d'avoir participé, je le dis dans le livre d'ailleurs, à un colloque il y a quelques années, il y a déjà 7 ans ou 8 ans, où on m'avait demandé de parler de l'OTAN en 10 minutes. Bon, c'est court. Je reproduis dans le livre ce que j'avais dit, et donc je ne change pas quasiment une virgule, ni un point aujourd'hui, 7 ans après. Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, je me souviens très bien, puisque j'en parle dans mon intervention de l'époque, le président Vladimir Poutine avait dénoncé cette volonté radicale de l'OTAN de se développer à l'Est, en disant, avec cette formule que j'avais retenue, ce n'est pas nous qui allons vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui vient vers nous. Alors je rebondis sur une phrase de l'ambassadeur Jean de Guignasty, qui est un grand diplomate français, dont je rejoins un certain nombre de positions, pas toujours toutes en détail évidemment, on a chacun nos grilles d'analyse, mais qui est un grand diplomate, qui a été ambassadeur en Russie, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour les relations franco-russes il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et qui dit finalement, on dit que oui, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'OTAN est dans l'Ukraine. Hein. Il a eu cette phrase résumée pour dire les choses. Et je pense que c'est ça le facteur déclenchant de cette guerre. Et tout a commencé en 2004, puis en 2014 de manière active. Et oui, et c'est d'ailleurs le sous-titre de cet ouvrage, hein, je le rappelle, Jacques Hoggard, La guerre en Ukraine, édition Hugo et Doc, qui vient de sortir. Donc on est très heureux de vous avoir aujourd'hui dans ce libre journal de géopolitique profonde et sur Radio Courtoisie. Sous-titre, regard critique sur les causes d'une tragédie. Donc il y a les causes, et puis il y a ce que vous reconnaissez, hein, c'est-à-dire que c'est une tragédie absolue entre ces deux sœurs jumelles. C'est une tragédie absolue, et ça, je crois que personne ne peut le contester, et personne ne me dira le contraire. Quand on voit déjà les pertes humaines considérables, je pense que l'Ukraine n'existera pas demain dans les frontières qui étaient celles qu'elle avait héritées de l'Union soviétique. Mal parti. Celles qui lui avaient été définies par Lénine et puis par Staline. Je pense que ce temps-là est fini. Mais en même temps, l'Ukraine voit sa jeunesse décapitée. Je pense que c'est, hélas, des centaines de milliers de jeunes qui sont ou morts, ou estropiés, ou psychiquement détruits. J'ai vu cet article dans je ne sais plus quel média concernant les combattants ukrainiens démobilisés rentrant chez eux et devenant violents envers leurs épouses, leurs enfants, incontrôlables. C'est ce qu'on appelle... Le syndrome de Vietnam, non, oui, c'est ce qu'on appelait en langage américain le PTSD. Mais on avait déjà, en fait, on avait ce genre de syndrome avec l'Afghanistan. Oui, il faut savoir que l'Afghanistan, c'est après Vietnam. Donc, en fait, il y a eu une partie de jeunesse qui a vu leurs parents rentrer avec ces syndromes. Bien sûr. Vous savez, nous, en France, plus modestement, je connais des jeunes soldats français qui ont été traumatisés par les horreurs qu'ils ont vues au Rwanda ou en Centrafrique. En Centrafrique en particulier, lors de l'opération Sangaris, il n'y a pas longtemps, et qui sont traumatisés à vie. Donc ce sont des gens qui ont besoin de se reconstruire. Et on ne se reconstruit pas comme ça en claquant dans les doigts. Hein. Donc il ne faut pas sous-estimer tout ça parce que ça existe. Donc je pense que c'est un drame absolu, c'est une tragédie absolue, dont on rend Poutine responsable. Et à mon avis, on a acculé Poutine
cette prise de décision de l'opération spéciale. Hein. Oui, de déclencher cette opération le 24 février. Alors ce que j'avais pressenti, je l'écris dans mon livre, les mouvements guerriers ont commencé le 17 février, mais le préfet Yves Bonnet, ancien patron de la DST, a fait une note excellente récemment pour le CF2R, le Centre français du renseignement, où il dit clairement ces hostilités ont vraiment démarré le 17 février, parce que l'ordre a été donné aux forces armées ukrainiennes et aux milices néo-nazis ou proches de la mouvance nationaliste dure de la partie occidentale de l'Ukraine, s'en sont pris à la partie russophone, aux républiques du Donbass, auto-proclamées du Donbass, le Donetsk et Lugansk, dès le 17 février. Donc, il y avait des observateurs et l'OSCE a constaté, je le dis dans le livre, l'augmentation faramineuse des bombardements. Ce qui expliquerait que les Américains étaient les seuls, puisque s'ils étaient un peu derrière tout ça, à dire les Russes vont intervenir, parce qu'ils savaient que de toute façon, ils allaient les y pousser. Alors que nous, et vous d'ailleurs, vous le reconnaissez fort humblement dans votre livre, vous faisiez partie de ces gens qui disaient non, il ne va pas intervenir. Oui, par défaut d'analyse et d'information à ce moment-là. Par défaut d'information. Par défaut de prise de recul et d'information. Je n'ai pas réalisé sur le moment qu'en fait, une offensive était déclenchée par les forces armées ukrainiennes et leurs alliés, les milices alliées, sur le Donbass, le 17 février, avec bien entendu l'appui de l'OTAN derrière, les conseillers étant déjà là depuis pratiquement 8 ans déjà. Donc l'OTAN est américanisé et otanisé depuis 2014, en fait, depuis le putsch de Maïdan. Et je pense même que les Russes, ce qui laisse quand même rêveur, mais n'en ont pas pris conscience à ce point. Non, clairement, ils n'ont pas pris conscience de l'ampleur de l'intrusion, en fait. De cette intrusion forte. Mais ils ont eu que les confidences après, avec Hollande qui a été piégé par... et Merkel. Et Merkel, ils ont... reconnu que les accords de Minsk c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Et donc, on revient toujours à 2014, qui était Comme ils ont, à mon avis, imaginé quand ils sont intervenus qu'il n'y aurait aucun combat, parce que j'avais lu dans la presse cette inquiétude d'ailleurs qu'avaient les Occidentaux, que l'armée ukrainienne ne cherche même pas à combattre. Ça n'a pas été le cas. Non, mais ça traduit aussi tout à fait ce qu'on vient de dire, ça souligne ce qu'on vient de dire. En fait, quand vous regardez le rapport de force, les Russes ont déployé pour entrer en Ukraine lors du 24 février matin et dans les jours qui ont suivi. Ils ont déployé, je crois, quelque chose comme 130 000 à 150 000 hommes. Oui, 100 000. C'est-à-dire un rapport de 1 à 3. Pour une invasion, c'est pas terrible. Pour une invasion qui veut prendre Kiev, une agglomération considérable, et on sait ce que c'est que le combat urbain, etc. Ça veut dire que l'analyse des Russes n'était pas du tout de prendre Kiev ou de lancer une guerre. C'était vraiment dans l'esprit, à mon avis, je pense, tout en n'étant pas lui-même, évidemment, dans l'esprit du président Poutine et puis de ses généraux. C'était probablement soit parce qu'il pensait que l'opinion ukrainienne allait basculer en la faveur d'une libération du régime de Zelensky, qui était quand même fort peu populaire à l'époque, parce que en 2021, il était descendu à 23 ou 24% de Il s'est fait élire sur sa capacité de dialoguer avec la Russie et de faire respecter. Vous l'écrivez très bien dans votre livre, ce basculement, comment il subit des pressions à un moment donné et qui va complètement basculer. Et ce pauvre Zelensky est une victime. Oui, mais c'est une marionnette, et c'est une victime avant toute chose. Alors, c'est vrai que je pense que on fantasme sur les intentions réelles des Russes, qui, je pense, ont sous-estimé l'otanisation du pays, la prise en main du régime de Zelensky par les forces étrangères anti-russes, et qui avaient décidé d'aller au clash, mais alors vraiment de manière absolue. C'est ce qui s'est produit, et donc l'armée russe s'est rétablie parce que ce que n'avaient pas imaginé nos généraux de plateau et autres stratèges en chambre, c'est que... en charentaise. Oui, en charentaise. C'est que la Russie
depuis le début de cette tragique opération guerre. spéciale ou guerre, on peut. Oui, Enfin, aucun des deux s'est déclaré la guerre. Hein. Ça, je précise pour les auditeurs. Faut quand même ça. Le statut n'est déclaré nulle part. Ce qui est jamais très bon parce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'armistice. C'est vrai, mais ça, je suis pas sûr que ce soit une si bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Je dis simplement. Pour finir avec des solutions à la coréenne, il n'y a rien. Strictement juridique, il n'y a pas d'état de guerre, mais du point de vue de la souffrance des populations, pour moi, il y a une guerre. Ouais. Mais évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que on a donc oublié un certain nombre de choses. J'étais convaincu depuis le départ de cette guerre, cette opération spéciale et de cette guerre, que la Russie aurait le dessus. C'est évident et j'en ai jamais douté. Alors c'est pour ça que ça m'a révolté de voir ces experts en charentaise exposer leur science complètement fausse et partisane, nourrie d'idéologie anti-russe, mais alors qu'il faut être pragmatique. Je veux dire, la Russie, c'est un territoire gigantesque, c'est je ne sais plus combien de fuseaux horaires. 11. 11 fuseaux horaires, c'est 148 millions d'habitants, c'est l'Eurasie, en fait. C'est avec une profondeur stratégique énorme. C'est une capacité à remettre en route, et ils l'ont fait brillamment, la production industrielle militaire, de défense. On a multiplié en 3 ans, travail en 2 ans. H24 aujourd'hui. Il faut réaliser, il y a trois temps de travail pour les ouvriers. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Voilà. Et donc l'effet concret, c'est en 2 ans, la production d'obus, par exemple, a été multipliée par 50. La production de chars a été multipliée par 7. La production d'engins blindés de combat de l'infanterie a été multipliée par 5. En face, l'OTAN a déversé des milliards de dollars sur l'Ukraine de M. Zelensky, dont on peut se demander où ils sont passés d'ailleurs. Ouais. Hein. Ils se battent peut-être avec des billets lancés, vous savez, ça peut couper, c'est bien lancé. Oui. Un côté rasoir. Et puis notre argent aussi, parce que l'Union européenne, la France, évidemment, nos enfants, nos petits-enfants vont rembourser ça pendant des comptes offshore. Bien évidemment. Mais alors nous, on a donné du matériel à l'armée ukrainienne, du matériel disparate. Parfois de dernière génération, parfois beaucoup plus ancien. Je pense à nos vieux AMX-10 RC à roues qui ont été fort peu efficients sur le terrain, etc. Mais la réalité, elle est celle-là. Donc sa partie n'est absolument pas égale. L'Ukraine, 30 millions d'habitants, parce que ils étaient 50 millions au moment de l'indépendance. Ils sont pratiquement divisés par deux. Pratiquement divisés par deux. Il y a une hémorragie démographique. Et en plus, on rajoute maintenant les pertes colossales de la guerre. Et moi, j'ai envie de dire... Le pays qui a accueilli le plus d'Ukrainiens, je tiens à préciser, c'est quand même la Russie. Donc là aussi, il faut rétablir les... Mais moi, j'aimerais dire à ce moment-là, quand même, de cette intervention, à la fois d'ailleurs une auditrice, j'admire beaucoup le colonel Hogarth, je m'étonne cependant de la naïveté des gens intelligents qui continuent à croire en la bonne foi des anglo-saxons. En tout cas, c'est pas le cas du colonel Hogarth. Non. Il y a énormément de questions d'auditeurs, je pense qu'on aura, en tout cas elles seront transmises au colonel qui pourra y répondre s'il le souhaite. Moi, ce sur quoi je veux insister, avant de revenir justement sur cette totanisation et des risques et des conséquences. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on fait une guerre par proxy, à quel moment on peut être considéré comme co-belligérant? On va essayer de passer la dernière partie de l'émission parce que là, vraiment, j'ai besoin de votre expérience de militaire, mais j'ai aussi besoin de votre expérience de militaire parce que je pense que les militaires, ce que vous détestez peut-être le plus, c'est la guerre. Parce que vous savez, contrairement à ces gens qui veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien, contrairement à tous ces petits va-t-en-guerre, vous savez combien une guerre, c'est une tragédie. Je suis évidemment complètement d'accord avec vous parce que, en fait, vous savez, un vrai soldat, c'est un grand sentimental qui ne le montre pas. Et moi, j'ai vu effectivement dans ma carrière où je n'ai pas fait la guerre telle qu'elle a lieu actuellement en Ukraine, je n'ai pas fait la guerre de grande intensité. J'avais beaucoup parlé avec mon grand-père qui avait fait 14-18 comme jeune officier, jeune Saint-Cyrien sortant de l'école. Général aussi. Oui, qui a fait une très belle guerre de 14-18 et puis après une très belle carrière aussi entre les deux guerres au Maroc et puis ensuite c'était Deuxième Guerre mondiale. C'était un proche conseiller du maréchal Lyotet, non? Oui, il a été
aide de camp du maréchal Lyautey. Il a été aussi beaucoup sur le terrain au Maroc pendant la période de conquête du Maroc. C'est un mot qui hérisse aujourd'hui un certain nombre de gens, mais c'est la vérité. Et à la méthode Lyautey, qui était une méthode pacifique, oui. Basée sur la diplomatie, la vraie diplomatie. Et c'est ça que je veux dire. J'ai eu une interview l'autre jour sur TV5 Monde. Et à la fin, j'ai terminé, parce que c'était le cri du cœur. J'ai dit, permettez-moi de vous dire que la diplomatie vaut mieux que la guerre. Et encore une fois, c'est un soldat qui vous le dit. Il vaut mieux discuter autour d'une table, même si c'est âpre, difficile, rude, que de se taper dessus et de détruire les forces vives de part et d'autre des pays concernés, qui sont notre jeunesse, parce que ceux qui vont à la guerre, c'est ceux qui ont entre 18 et 40 ans, c'est essentiellement. Donc il y a une véritable prise de conscience de ce que c'est que la guerre. Quand j'entends les propos irresponsables de notre président de la République et de certains de ses ministres, et traiter de lâches ceux qui ne veulent pas la guerre. Oui, voilà, on en est à ça. Lui qui n'a pas fait de service militaire et qui n'a jamais été sur un terrain d'opération, là, permettez-moi d'être un peu en colère. Oui, la guerre, c'est sale. La guerre, c'est mauvais. Il y a que des malheurs. Il y a rien de bon. Ce n'est pas les jeux vidéo que vos enfants pratiquent. Ça n'a rien à voir. Ça pue. C'est mauvais. Bien sûr. C'est une abomination. Pardonnez-moi cette pardonnez-moi aussi, l'adrénaline, mais franchement, je suis ulcéré, indigné par l'irresponsabilité de ces propos de va-t-en-guerre de salon. Monsieur Macron ne connaît que les grands hôtels à l'extérieur ou les cours royales de Suède ou d'ailleurs. Il ne connaît que le palais de l'Élysée et ses salons dorés refaits avec un parfait mauvais goût. Mais franchement... Et puis il n'a pas d'enfants. Mais franchement, il n'a pas d'enfants et pas de petits-enfants. Donc il ne parle pas il ne parle pas de choses qu'il connaît. Il parle de choses qu'il imagine dans sa tour d'ivoire. Et c'est franchement scandaleux. Et je peux vous dire que les propos qu'il tient actuellement ne lui attirent pas la considération et l'estime des armées françaises. Espérons. Bien au contraire. Espérons. C'est notre seul espoir. Beaucoup de témoignages directs, oui, vraiment. Suite en particulier à la publication de ce livre, mais d'officiers, de sous-officiers ou de soldats que je ne connais pas nécessairement, et qui me disent merci de parler et de dire la vérité en notre nom. Voilà, donc je ne veux pas me faire porte-parole de ce que je ne suis pas mandaté par personne, mais mon cri d'alarme personnel, manifestement, a beaucoup d'écho au sein des armées françaises. Merci mon colonel pour ce témoignage. Je rappelle votre livre Jacques Hoggard, La guerre en Ukraine, aux éditions Hugo et Doc. Peut-être le moment, il nous reste un quart d'heure, d'évoquer les risques de dérapage, parce que en effet, on a des propos outranciers, de va-t-en-guerre, alors qu'on a une grande méconnaissance, semble-t-il, des conséquences que peuvent finir par avoir ces propos fort peu diplomatiques. Or, quand on sort de la diplomatie, on l'a vu lorsqu'il a ce qui est un déni de diplomatie élémentaire. Rappelez-vous, lorsqu'il a été diffusé dans les médias les échanges par visioconférence entre Poutine et Macron, ce qui est insensé. Mais on pourrait aussi, on a un militaire, mais je pense qu'un diplomate aussi digne de ce nom devrait témoigner sur ce point aussi. Je peux vous dire que je pense que des grands diplomates français comme Maurice Gourdeau-Montagne ou Jean Guignassi, dont je parlais tout à l'heure, ont été profondément choqués de cette insulte faite aux usages les plus élémentaires de la diplomatie. Et je pense que les Russes l'ont ressenti comme tel, sans être grand clair. Je pense que c'est à partir de là que la confiance est définitivement rompue entre Poutine et Macron. Mais Poutine l'a dit lors d'une conférence. Il l'a dit que c'était inadmissible et qu'à partir de là, il ne souhaitait plus avoir de conversation. C'est-à-dire que il a été trahi C'est pas la première fois qu'on trahissait
nos engagements vis-à-vis de lui. Il y a eu Sarkozy avant, il y a eu Hollande, bien sûr. Oui. Frégate. Je pense c'était pas les frégates, c'était des bâtiments porte-hélicoptères amphibies, de bâtiments. Non, les frégates, c'est Taïwan. Les Mistral. Les Mistral, oui, les Mistral. Moi, j'avais des amis russes qui arrivaient à Paris qui disaient je viens chercher les Mistral. Oui, j'en dis un mot dans le livre aussi, parce que tout ça, c'est un passif qui s'est accumulé. Mais moi, j'avais eu l'espoir en 2017-2018, quand Macron est arrivé au pouvoir dans les conditions contestables que l'on connaît. Je me suis dit, ça va peut-être changer quand même par rapport à son prédécesseur ou ses deux prédécesseurs. Rappelez-vous, il avait la visite d'État à Versailles. Invité le président Poutine à Versailles, même pour lui dire quelques petites choses désagréables, parce qu'il fallait bien satisfaire la presse, je dirais, au politiquement correct de la presse déjà russophobe, mais il l'avait invité, visite d'État. Et le président Poutine était venu l'année d'après, pendant l'été, à Brégançon, rediscuter avec Macron, etc., de manière amicale. Voilà. Je pense que on était mieux partis qu'avec nos deux précédents occupants de l'Élysée. C'est évidemment mal parti après, mais regardez jusqu'au début de ce conflit. Macron avait une attitude plus équilibré, plus modéré, plus. C'est l'impression qu'il a donnée. C'est l'impression, mais c'est pire aujourd'hui parce que je vous dis, il y a un verbe en russe, on dit Macronit aujourd'hui, ça parler pour rien. Oui, je sais bien. C'est parce que je le cite également dans le livre. Ah oui. Mais vous savez, il s'entendait très bien, Emmanuel Macron, avec François Hollande. Il a réussi ce tour de force, sans même parler de l'histoire Fillon, mais il a réussi ce tour de force d'empêcher un président sortant de se représenter. Vous parlez d'un ami, vous parlez d'un proche. Donc, moi, j'ai tout de suite vu. Alors là, pour le coup, je pense avoir peut-être fait preuve d'un peu de clairvoyance. C'est-à-dire que j'ai tout de suite crié au loup. Avec Versailles. Oui. Parce que je me suis dit, il veut faire la même chose à Poutine qu'il a fait à Hollande. C'est sa façon de fonctionner. C'est une trop embrasse mal étreint. Ah, mais et puis c'est surtout une sorte de serpent. Alors, bon, vu le temps qui reste, moi, j'aimerais vraiment vous interroger sur les lignes rouges. Il n'y a pas Macron, il n'y a pas de ligne rouge. De toute façon, celui qui est en face ne respecte pas les lignes rouges, donc il n'y a pas de ligne rouge. Le militaire que vous êtes, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a à craindre de cette situation? Est-ce qu'on devrait commencer, et l'armée, vous disiez l'armée commence à réagir, est-ce qu'il y a motif à inquiétude aujourd'hui au regard du discours, entre autres de Macron, mais il n'est pas le seul? Alors j'en parlais justement avec un ami qui est Jean Goichman. Jean Goichman est un Français, petit-fils d'immigrés ukrainiens juifs, fils d'un général de l'armée de l'air des forces aériennes françaises libres, compagnon de la Libération. Et Jean Goichman est un ami. Et on en parlait il y a 2 jours parce qu'il faisait part de ses inquiétudes que je partage sur un risque de dérapage maintenant majeur. Surtout que si vous dites que c'est totanisé, donc il y a certainement des instructeurs, il y a des soldats sur place. Oui, il y a aussi forcément un dispositif militaire français, light, je dirais, léger, pardon, parce que je vais devoir on vous dispensera une fois du cochonnet, mais pas deux. Mais je veux dire, malgré tout le respect que je vous dois, mon colonel. Bien sûr qu'il y a un risque de dérapage parce que ces déclarations, encore une fois, agressives, irresponsables, quand je dis irresponsable, peut-être voulu, peut-être sciemment déclaré, mais irresponsable de par les conséquences qu'elles peuvent être amenées à produire, sont extrêmement graves. Et je pense que on est dans une phase d'escalade en fait, escalade verbale. Pour vous, on est déjà dans la phase de l'escalade. Escalade verbale. Et si ces mots sont suivis des faits, c'est-à-dire que moi je rappelle qu'on a quand même déjà déployé des unités militaires françaises en Roumanie, en Lituanie, aux portes de la Russie.
c'est le pape François, dont je ne suis pas un grand admirateur, par ailleurs, qui a dit quand même, pour dénoncer tout ça, que l'OTAN aboyant aux portes de la Russie portait une responsabilité énorme dans le déclenchement de la colère de Poutine. Alors la colère de Poutine, je trouve qu'elle est assez mesurée et assez maîtrisée depuis 2 ans, parce qu'il a fait preuve d'une certaine retenue. Ce n'est pas le cas des dirigeants occidentaux. Quand on voit Biden éructer, l'insulter de manière ignoble et vulgaire. Son of a bitch. Oui. Qu'on a traduit étrangement d'ailleurs en France. Alors la traduction, elle est facile. Mais là, je fais c'est pas un anglicisme, je ne fais que citer. Non, je vous taquine. Oui, je sais. Je vous taquine. Mais c'est pour dire que c'est grave. On n'a jamais vu ça, je veux dire. Mais est-ce que vous croyez pas que justement, on a l'impression de c'est le général Tapioca et non, si vous voulez. Mais dans la stratégie de la dissuasion justement, est-ce que vous ne craignez pas que finalement le fait que vous ayez des excités d'un côté et quelqu'un de l'autre qui a certes des nerfs d'acier, mais est-ce qu'il n'interprète pas ces petits excités, ces nerfs d'acier, comme un signe de faiblesse ? Alors, moi, je pense que oui, ça serait bien sûr, inquiétant. Je suis pas dans la peau, évidemment, de nos vis-à-vis russes aujourd'hui, qu'ils soient politiques ou militaires. Mais je pense que tout ceci est observé évidemment à la loupe, jour par jour, que les moindres déclarations sont épluchées, évaluées, et que la vraie ligne rouge, ça va être est-ce qu'il y a derrière quelque chose ? Alors, par exemple, on a fourni des scalps, missiles. Et grâce aux Allemands, on sait même comment. Hein. Oui, on sait comment. Voilà. Exactement, puisque c'est qu'on appelle la fameuse visio. Oui, mais vous voyez, c'est très intéressant. Conf call. C'est très intéressant parce que tout se met à fuir à un moment donné. Ouais. Le renseignement est une chose qui nécessite de vrais professionnels, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on sait par exemple, à l'heure où je vous parle, que la guerre, la contre-électronique russe domine le champ de bataille et qui fait que ces missiles sont condamnés à ne pas toucher leur cible et à aller se promener ailleurs. Bon, donc on est à une phase très importante. Il y a je dirais, une ligne rouge qui n'est pas encore franchie, à mon avis, sur le plan effectif, mais sur le plan oral et verbal, oui, bien sûr. Oui. On a passé le seuil, on tourne le dos à la diplomatie et on a l'air de vouloir la guerre. Alors, si on a l'air de vouloir la guerre, peut-être qu'à un moment donné, on aura la guerre. Hein. On a vu dans l'histoire un certain nombre de catastrophes se déclencher par défi de maîtrise, et pour moins que ça, par perte de sang-froid, par égoïsme monstrueux, ou par égotisme, ou par mégalomanie. Tout mot qui caractérise, à mon avis, notre président. Vous l'écrivez dans votre livre, d'ailleurs, je le rappelle, hein, je ne peux que conseiller, je l'ai lu, il est fort bien écrit. Jacques Hoggard, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, édition Hugo et Doc. Oui, vous l'écrivez dans votre livre sur ce risque. J'en ai perdu le fil de ma pensée. Vous avez quelque chose à ajouter, Lara, peut-être, avant? Non, mais c'était surtout voilà, revenir sur cette incapacité aujourd'hui à tout cacher non plus vis-à-vis des populations. Ce qui s'est passé avec la conférence des généraux allemands, où on a appris tout un tas de sujets, de choses sur la France, sur les Allemands, sur les Britanniques. Et cette notion sans arrêt, est-ce que ce serait la ligne rouge ou pas la ligne rouge? Même les militaires ne le savent pas, en fait, en réalité. Oui, en fait, les militaires le savent plus qu'ils ne veulent le dire. Mais je pense que... Alors, moi, je pense que l'armée allemande n'est pas forcément un exemple. L'armée allemande heureusement, parce que a du mal à se remettre. Vu que ça évoque en Russie. Oui, bien des mauvais souvenirs. Ouais. Je pense que l'armée allemande a du mal à se remettre de sa défaite de 1945. Elle a été toujours un peu empêtrée, un peu gênée. La Bundeswehr n'est pas la Wehrmacht. Normalement, elle avait signé un accord où elle devait plus du tout intervenir militairement. L'accord et à l'extérieur. de plus 4. Moi, j'ai vu le retour des Allemands
J'ai vu le retour de l'Afrique à corps en Somalie en 1992 ou 93, donc qui était complètement perdu. Ils redécouvraient des tas de choses qu'ils avaient oubliées et qu'on leur avait fait oublier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, face à cette menace de guerre, il faut rappeler l'état des forces. La France a une armée remarquable au plan humain. Professionnel. Je connais beaucoup de jeunes gens et aussi maintenant de femmes qui servent dans cette armée, qui sont des gens remarquables, avec un vrai patriotisme, un vrai dévouement, une vraie générosité. Mais c'est une armée échantillonnaire. C'est une armée qui n'a pas les moyens ni humains, d'ailleurs en nombre. On rappelle qu'une armée, pour être efficace dans un vrai conflit moderne, a besoin d'une masse. Cette masse, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Elle a été perdue au fil des décennies. Et puis, comme il n'y a pas eu de service militaire, on n'a même pas les rudiments dans la population. Oui, bien sûr, aussi, bien entendu. On a une armée d'intervention à l'extérieur, mais on n'a pas une armée apte à faire la guerre aujourd'hui. Ça, c'est la première réalité. Et nos chefs militaires le savent très bien. Eux-mêmes, beaucoup n'ont rien fait. Mais ils le savent très bien. Et par ailleurs, l'OTAN, si vous voulez, c'est un rassemblement disparate aujourd'hui d'armées nationales. Il y a même l'armée du Monténégro, 5000 hommes. Si ça c'est pas une provocation, si c'est pas une provocation, ça c'est quand même à souligner. Donc c'est une armée disparate, politisée, idéologisée au service des États-Unis. Je pense que tout ça est en train de craquer. Les fissures se fondent partout et la prise de conscience est en train de se faire. Justement, alors j'ai retrouvé ma question. C'est par rapport à la Roumanie, par rapport à la Moldavie, c'est la dernière en date. Oui. Ils signent, parce qu'on parle de la visio des généraux, qui fait oublier les accords, il faut les lire précisément. Et ils vont passer là avec un accord, un vote non contraignant à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain, les accords entre l'Ukraine et la France. Mais il y a aussi des accords, là, vient-on d'apprendre, puisqu'il n'arrête pas de signer des accords, Macron, avec les Moldaves. Est-ce que, comme le disent certains, c'est une des zones les plus sensibles aujourd'hui et qui pourrait aboutir justement à cette guerre tant redoutée? Oui, c'est une des zones les plus sensibles. Donc la Moldavie, frontière commune avec la Roumanie, où nous sommes déjà déployés avec des petits éléments. Et puis la Transnistrie, qui est russe et qui se sent totalement russophile. Donc, bien sûr, c'est un point dur, mais là aussi, M. Macron fait une erreur d'appréciation majeure. La Moldavie, c'est un pays qui est 50-50 à peu près. Moi, j'y suis allé il y a quelques années. C'était le président Igor Dodon qui était le président de la République, le chef de l'État, majorité pro-russe. On est repassé à une majorité pro-occidentale, mais je crois savoir que la grande majorité de la population moldave n'a aucune envie d'une confrontation avec la Russie aujourd'hui, même avec le parapluie de l'OTAN. Merci beaucoup, mon colonel. Merci à tout le monde. Merci à Virginie d'avoir attendu. Jacques Hogar, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, édition Hugo et Doc. On posera les questions la semaine prochaine, chers auditeurs, et on les transmet au colonel. Merci à tous. Et bien, c'est la suite maintenant, le libre journal des controverses de Mike Borowski, toujours sur Radio Courtoisie.